Après le départ du mouvement on devrait plutôt dire le soulèvement des Gilets jaunes, donc ce qui était assez évident rapidement, c'est que les syndicats n'ont pas embrayé, et que s'ils n'ont pas embrayé, c'est entre autres que dans ce qui sortait, l'idée des taxes, voilà, le mouvement antifiscaliste, etc. Donc il y avait l'idée qu'il y avait des petits patrons derrière, que derrière les taxes, il y avait les cotisations sociales qu'on essayait de faire sauter, ce qui n'était pas faux, et que cette idée, elle était présente non seulement chez les artisans, les petits entrepreneurs, mais également massivement aussi chez les salariés qui, depuis 30 à 40 ans de lessivage cérébral, vont répétant que c'est en baissant les soi-disant charges sociales qu'on pourra s'en sortir. Voilà. Et donc, l'idée de cette réunion, c'était de remettre les choses au clair sur ce que c'est la sécurité sociale. Vous saviez son importance, ça c'est Gérard qui le fera. Donc ensuite, de faire une espèce de photographie de l'évolution, plutôt de la régression, depuis 40 ans d'existence de la sécurité sociale. 40 ans, non, 70 ans de la sécurité sociale. Merci à Richard Gentillesse de m'inviter pour vous parler ce soir du salariat. Du salariat, des salaires, du SMIC, des cotisations sociales, c'est-à-dire de ce qui fait le cœur de ce qui nous permet de vivre. C'est les clichés qu'on entend partout, c'est un patron vous donne du travail. C'est faux. Un patron vous donne jamais rien. Il ne vous donne rien. Vous lui vendez votre force de travail. Il vous l'achète le moins cher possible. Et vous cherchez à la lui vendre le plus cher possible. Ça, c'est la règle fondamentale. C'est simple à dire, mais peu de gens le voient comme ça. J'ai vu des petits patrons, quand j'expliquais, j'étais 30 ans inspecteur du travail, qui disaient oh oui, mais vous me traitez d'exploiteur. Monsieur, oui, forcément, si vous êtes patron, vous exploitez. Si vous exploitez pas, votre entreprise va mourir. L'entreprise est faite pour que vous dégagiez une marge. Si vous ne dégagez pas une marge, vous allez mettre la clé sous la porte, ou quelqu'un d'autre prendra le marché, comme on dit, à votre place. Donc vous êtes forcément exploiteur, ça n'est pas un gros mot. Il faut comprendre que le travail est exploité. C'est énorme à dire, mais les gens ne le savent pas non plus parce qu'il n'y a personne qui leur dit dans une radio, dans une télé, quoi. Et le salaire, il est ce qui sert à payer le travail qui a été fourni. Et il y a deux choses sur le salaire. Et là aussi, les gens ont tous un bulletin de paye, mais il y a le salaire net, il est en bas. Et il y a le salaire brut, il est en haut de la feuille de paye. Avec le salaire net, vous vivez le mois. Avec le salaire brut, vous vivez toute la vie. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Que le salaire brut, c'est une partie du salaire qui est mutualisée, qui est mise dans un pot commun et qui est redistribuée à chacun selon ses besoins, quand il est malade, en accident du travail, en charge de famille nombreuse, au chômage ou en retraite. Et ils ont appelé ça depuis, t'as raison Richard, depuis 30 ans. Tous les matins, moi je sais pas qui vous écoutez, moi c'est France Inter, Dominique Seul le matin. Je suis tout seul en colère devant mon bol de café roulé. À peine la journée commence. Et le gars vous dit c'est une charge. Non. Ben non, c'est pas une charge. D'ailleurs, il n'y a pas marqué le mot charge sur le bulletin de paye, il y a marqué salaire brut. Pourquoi appeler le salaire brut une charge? Vous le méritez quand même, vous avez travaillé. Et il est justement en deux parties, celui que vous touchez tout de suite et celui que vous touchez plus tard. Alors ils sont embêtants, ils vous disent c'est des prélèvements obligatoires. Alors ça c'est horrible parce que personne ne vous dit prélèvements obligatoires. Alors ils mentent, parce que la sécurité sociale, c'est-à-dire les cotisations sociales, c'est un prélèvement volontaire. Ils disent ouais, ça va dans les caisses de l'État. Ben non. Ben non. La sécurité sociale est un organisme de droit privé. Et quand vous dites il y a 57% de prélèvements obligatoires, ben c'est pas vrai. Parce que toute cette partie de cotisation sociale
n'est pas dans les prélèvements publics obligatoires. C'est quelque chose, je le répète, de mutualisé et qui revient à ceux qui travaillent. Alors l'origine, moi je prends toujours le même exemple. Parfois on me dit que je radote, mais tant pis, il faut toujours enfoncer le clou. C'est un film de Gilles Pontet-Corvo, pour les plus anciens, qui s'appelle Quémada. C'est avec Marlon Brando, hein. Il date de 71-72. Gilles Pontet-Corvo a fait un autre beau film sur la bataille d'Alger, qui a été longtemps interdite en France. C'est grand cinéaste, oublié aujourd'hui, mais ce film-là, c'est la révolte des esclaves à Haïti, en gros. Une grande épopée, alors les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, mais comme les esclaves sont plus nombreux, et sans gilet jaune, ils vont gagner. Et au moment où ils gagnent, il y a Marlon Brando, qui est l'agent anglais, et qui tient l'Assemblée Générale, comme là, avec tous les propriétaires terriens, et qui disent qu'est-ce qu'on fait? Et Brando dit mais libérez-les. Enfin, l'esclavage, écoutez, il faut arrêter. Réfléchissez. L'esclavage, ça coûte cher. Vous les nourrissez quand ils sont tout petits alors qu'ils ne travaillent pas. Vous les nourrissez quand ils sont malades alors qu'ils ne travaillent pas. Vous les nourrissez encore, même quand ils sont vieux, et vous les logez encore alors qu'ils ne travaillent plus. Faites le calcul. Faites-en plutôt des salariés, ça vous coûtera moins cher. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et c'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage au début du salariat, sans qu'au début ça s'appelle salariat. Les mots au 19e siècle étaient trimardeur, journalier, tâcheron, loueur de bras, et toute une série de mots besogneux, toute une série de mots qui faisaient que les salariés vendaient leur force de travail, puis après ils se démerdaient avec pour leur retraite, pour tout ça. Et il a fallu 170 ans pour arriver à ce qu'ils retrouvent ce que les esclaves avaient. C'est-à-dire que le patron, quand il leur payait pas seulement ce qu'il avait fait pour le travail de la journée, il leur payait aussi à nouveau leur retraite, quand ils étaient vieux, pour l'enfant, pour le toit, pour l'accident ou pour le chômage. Et ça, c'est les cotisations. Les esclaves avaient ça. Les salariés ont mis 170 ans pour le regagner. Mais aujourd'hui, avec Macron, c'est les... Comment on appelle ça? Les start-upers, les développeurs, les incubateurs, les pédalos pour Deliveroo, les ubérisés. C'est le retour à l'immédiat post-esclavage. Le salariat sans cotisation sociale et sans mutualisation qu'il protège tout au long de sa vie pour le travail qu'il fait au jour le jour. Un salaire qui à la fois nous permet de vivre et à la fois nous permet de survivre, de reproduire notre force de travail. Et ça, c'est le salaire net et le salaire brut. Vive le salaire brut. Vive le haut de la feuille de paye. Vive ce que vous touchez tout de suite et vive ce que vous avez quand vous êtes en retraite et quand vous êtes malade. Et votre feuille de paye, elle a été composée depuis 75 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il y ait les deux. La protection sociale est payée avec le travail. En tout cas, c'est comme ça en France. Mais il nous est arrivé un gars qui était élu président et qui ne veut plus que la protection soit payée avec le travail. Il veut supprimer les cotisations sociales. Il l'a dit et redit, sans qu'il y ait une insurrection immédiate. Ça ne vaut pas seulement les gilets jaunes, ça vaut l'occupation de toutes les entreprises et ça vaut une mobilisation révolutionnaire dans tout le pays que de défendre la protection sociale. Lui, il ne veut plus de ça. En janvier, il vous supprime les cotisations maladie. En janvier, il vous supprime les cotisations chômage. Ils ont déjà supprimé les cotisations allocation familiale. Et ils diminuent, ils ont bloqué ces cotisations depuis 30 ans, et ils tendent à les diminuer tous et enlever. Et ils vous disent, mais vous allez gagner, vous aurez plus d'argent sur le net. Alors on vous met ça sur le net, et on vous enlève ça sur le brut. Alors il y a des gogos qui vont y croire, j'ai 18 € de plus à la fin du mois. Oui, mais t'attends 180 € de moins sur ta vie, et chaque mois. Donc en fait, le tour de passe-passe, c'est un tour de bonne taux. On vous grossit un tout petit peu le bas de la feuille de paye et on va vous enlever ce qui est jusqu'à présent votre protection salariale, votre protection sociale, jusqu'à votre retraite.
C'est pas rien comme changement, c'est un changement de société. Alors, pour les plus qui veulent avoir l'histoire, notre système, paradoxalement, s'appelle un système bismarckien, de Bismarck. Et il y a un système anglo-saxon d'un lord anglais qui s'appelle Beveridge. Et on va passer de Bismarck à Beveridge sans le savoir, sans qu'on n'explique rien au pays. Ils savent où ils vont, mais ils ont beaucoup de mal à nous l'expliquer. Qui vont nous raboter complètement notre feuille de paye et qui nous reprendront par impôt plus tard ce que nous n'aurons plus comme cotisation salariale. Sauf que ça ne sera plus les patrons qui paieront, ça sera nous. Le budget de la protection sociale est séparé en France. Séparé. Et parce que quand ils vous disent on additionne tous les prélèvements obligatoires, non, il y a 3 budgets séparés, institutionnellement en France. 3, pas 1. Et le budget de la protection sociale, il fait 498 milliards en 2019. Le budget de l'État, il fait 413 milliards en 2019. Et le budget des collectivités territoriales, il fait en gros 220 milliards en 2019. Ces 3 budgets séparés. Et ce qu'ils veulent, c'est récupérer le budget de la protection sociale et le mettre dans le budget de l'État. On me dirait, mais ça change quoi? Ça change énormément de choses. Parce que quand c'est des cotisations sociales, c'est préaffecté. Préaffecté. C'est collecté pour ceux que c'est qui est indiqué. Maladie, maladie, chômage, chômage, retraite, retraite, allocation familiale, allocation familiale, logement, logement, accident du travail, accident du travail. Ça fait une petite ligne sur votre feuille de paye. 0,2, 0,25 ou 0,75, etc. Mais c'est collecté pour ce à quoi c'est dû. L'impôt, lui, n'est pas préaffecté. Vous pouvez décider d'utiliser l'impôt, je ne sais pas moi, pour faire un hôpital. Ou prenons un exemple, un porte-avions nucléaire. Vous pouvez le faire avec l'impôt. Vous ne pouvez pas le faire avec la cotisation sociale. La cotisation sociale, elle ne peut pas servir à un porte-avions nucléaire. Mais quand vous aurez supprimé la cotisation sociale et que vous aurez transformé ça en impôt, vous pourrez utiliser cela pour 2 porte-avions nucléaires. Et donc vous aurez changé de système complet socialement. Complet, pas un petit peu, mais complet. Macron, il a dit, moi je fais de la pub parce que c'est pas TF1 qui le fera, mais je l'ai fait il y a un an. Et je l'ai fait d'après la lecture, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lu Macron, puis ses œuvres ne sont pas très complètes. Mais il avait fait un livre pour se faire élire qui s'appelait Révolution. Ouais. Qu'ils ne viennent pas se plaindre de ce qui arrive. Et son livre, il disait qu'il voulait une société post-salariale. Post-salariale. Il ne voulait plus de société de statut. Pas seulement le statut des cheminots. Une société sans statut. Alors vous avez du mal à me croire. Une société ubérisée. Où vous avez remplacé le contrat de travail par un contrat commercial. Il le dit dans ses célèbres macronades, j'en ai relevé à peu près 60 là-dedans, depuis il y en a encore autant. Il le dit, je dis aux jeunes, cherchez des clients, pas des patrons. Pédalez avec votre pizza sur le dos. Pas pour un patron, pour vous-même. Vous alimentez avec votre énergie la pédale. Et vous arrivez à temps alors pour le client. Et le client va vous en être reconnaissant. Et c'est comme ça que doit être la vie. Vous ne travaillez plus pour un patron, et le gars qui vous commande, il n'a plus besoin de vous payer la protection sociale, la retraite et tout ça. Et le coût du travail ainsi baisse, et la société devient tonique, agile, elle se libère, l'entreprise l'emporte, et on a changé de système, tout va bien. Sa pensée complexe, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est de revenir, dites pas l'esclavage. Non, vous aurez toute liberté de pédaler ou pas pédaler. Dites que c'est le début du salariat, 170 ans en arrière. Le temps des besogneux, des loueurs de bras, des journaliers, des trimardeurs, des appointés, et mais sans cotisation sociale. Quand vous avez mis le doigt là-dessus, alors vous pouvez tout expliquer. Pourquoi il ne veut pas payer de SMIC?
Parce qu'il ne veut pas payer de SMIC, il ne veut pas payer la cotisation sur le SMIC. Alors il invente quoi? C'est terrible l'affaire de je vais vous donner une prime d'activité à la place. Alors l'État va vous... Alors, c'est pire que les pires ordres de l'Union soviétique, quelque part. C'est l'État qui paye le bout de salaire à la place des patrons. Avec quoi? Avec l'argent des impôts que les salariés lui donnent. Et ça n'est plus l'employeur qui paye sur votre feuille de paye avec le SMIC votre protection sociale. Donc il ne veut absolument pas augmenter le salaire. Il ne veut pas le salaire, il veut une société post-salariale. C'est à tout l'enjeu. Et on a du mal à y croire, mais il n'y a qu'à regarder. Bon, Uber, vous connaissez le système d'Uber, moi. Je discute avec un chauffeur à Paris, il a 25 ans. Il dit combien vous avez fait aujourd'hui de journée de temps de travail? Il est 23h30 le soir, il me dit oh, 20h. Je dis vous avez fait? Ben oui, oui, oui. Ben, il me dit ma mère m'a cousu de couverture pour que je dorme dans la voiture le soir. Quand vous faites comment dans la semaine? On me dit 110 heures, 120 heures. Mais je dis, vous avez un jour de repos? Ah, je peux pas en ce moment, là, faut que je m'en sorte. J'ai la bagnole sur le dos. Ah bon, vous avez acheté la bagnole? Non, parce que j'avais pas assez de représentation, je suis trop jeune, ils n'ont pas voulu me donner une voiture en leasing. Alors c'est quelqu'un qui l'a pris pour moi. Ben, je dis, alors? Ben, il me dit, je lui donne 100 € par jour, avant de commencer. Puis 25 € sur chaque course, que lui envoie Uber. Puis je dis, mais il vous reste des sous pour payer des petits pots de cotisation sociale, enfin, quelque chose, une assurance, etc. Ah, il me dit, je suis obligé, l'assurance, c'est très très cher. Il n'y a pas d'assurance pour moi à mon âge, 25 ans, en dessous de 350 € par mois. Alors je lui donne 100, plus 350, plus 25% sur les courses. Donc pour votre retraite, ah mais pas question. J'ai eu un accident il y a 3 semaines. Je ne peux pas rouler avec une voiture cabossée. Ça me coûte 1600 €. Il faut que je répare la voiture. Ben, je dis, ben alors à la fin du mois, vous allez avoir combien? Ben, il me dit, oh, ce mois-là, ce ne sera pas un très bon mois. 1000 ou 1200 €. Je peux faire des meilleurs mois, mais là, je ne peux pas à cause de l'accident. Donc avec 110, 120 heures, 400 heures par mois, sans protection sociale, il obtient 1200, 1300. Et à 25 ans, il me dit, mais je ne peux pas faire autrement, forcément. D'ailleurs, Macron est un cynique parfait, il a dit, je préfère les avoir comme ça, les jeunes, que les renvoyer dealer à Stein. Ben oui, bien sûr, c'est exactement ça le chantage. Et donc après ça, vous avez Deliveroo, vous avez Ryanair. Les pilotes à Ryanair sont auto-entrepreneurs. Les hôtesses de l'air sont auto-entrepreneuses. Et ils sont payés en termes de calcul de l'horaire quand les roues de l'avion ont quitté le sol. Avant, c'est de la préparation. C'est comme une serveuse dans le restaurant qui n'est pas payée quand elle met sa tenue. Elle a un temps de mise en place avant d'arriver à son salaire. Ma fille avait du mal à comprendre ça quand elle travaillait chez Quick. Papa, je suis payé 20 heures, mais je fais 24 heures. Bah oui. Oui, mais tous ceux qui sont dans cette situation deviennent ainsi dans cette situation. Et puis après, vous aurez ça pour les profs qui donnent des leçons le soir, vous aurez ça pour évidemment, ils sont en train de le faire pour les nounous et pour toutes les tâches, de façon à ce qu'on soit tâcheron. Et de débarrasser la cotisation de ça. Et vous vous prenez en main pour le reste. Évidemment, tout ça vise à baisser le coût du travail, le coût du travail, le coût du travail, toutes catégories confondues. Progresser dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que des millions de gens savent que c'est faux, quoi, que la crise, il n'y a pas de crise. Sortez la crise de votre tête. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Il n'y a jamais eu autant d'argent en France. 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Pas moi qui le dis, il y a un livre de Luc Payon, c'est étayé, jamais contredit. 600 milliards, 1,5 fois le budget de la France, dans les paradis fiscaux. Les 500 premières familles de ce pays ont à peu près 460 milliards. Je rappelle le budget de l'État, 413. Bon. Les 100 milliards sont blanchis par les multinationales en France. C'est LuxLeaks, le scandale au Luxembourg. Il y a 58 multinationales. Elles arrivent, c'est ce qu'ils appellent, c'est pas de la fraude. Il paraît que c'est de l'optimisation fiscale. C'est une fraude légale. La loi laisse suffisamment de trous pour qu'ils puissent le faire sans se faire taper sur les doigts. Donc ils piquent 100 milliards aux caisses de la République. Total, tout ça, les GAFA, comme ils disent maintenant quand on est moderne, Google, Apple, Facebook et Amazon, auquel vous devez rajouter Microsoft. Et puis vous pouvez rajouter tout, Total. Total. Le chiffre d'affaires de Total est de 200 milliards. Je rappelle, la comparaison, le budget de l'État, 413. Une seule grande entreprise fait la moitié du budget de l'État en France et ne paye quasiment aucun impôt.
syndicat national des impôts, le SNUI, qui suit ça de près, dit que ça a augmenté, c'est 100 milliards. Alors vous réglez un de ces problèmes, la fraude fiscale, l'optimisation, la taxation des multinationales, la reprise et le contrôle des 600 milliards d'avoirs français dans les paradis. Vous réglez un de ces problèmes, il n'y a plus de problème pour toute la population. Vous pouvez augmenter le SMIC une fois, 2 fois, 3 fois, vous pouvez augmenter tous les salaires, vous pouvez retrouver des gens dans les hôpitaux, vous pouvez avoir des profs dans les écoles, vous pouvez retrouver des routes qui fonctionnent sans nid de poule, vous pouvez avoir à nouveau des escalators qui fonctionnent à Paris dans les RETP. Parce que quand vous avez des choses qui ne marchent pas, tout ça c'est parce qu'ils ont décidé de serrer la vis partout. Partout. Ça ne marche pas non plus ça d'ailleurs. Vous remarquerez que depuis que Macron est là, avec ses propres critères, la croissance, comme ils disent, je ne suis pas défenseur de la croissance, mais oui, bah, elle est en berne. 1,5 cette année, bien en dessous de ce qu'ils avaient prévu. La dette. Alors la dette, là aussi, je ne suis pas un défenseur de la dette, parce que la dette en France, c'est 2250 milliards, c'est l'équivalent d'un produit intérieur brut d'une année. Bon, vous savez, quand vous vous endettez vous-même pour acheter une maison, plus d'un an d'endettement de travail, quoi. Bon. Puis un État, c'est pas un ménage, parce que ça, c'est Dominique Seux tous les matins. Un État, c'est un ménage. Si vous dépensez plus, vos enfants vont le payer. C'est faux. Un État n'est pas un ménage. Il doit avoir des dettes, un État. Un État qui n'a pas de dette, c'est pas un bon État. Il joue pas son rôle. Il faut évidemment qu'il investisse, et que les investissements ne comptent pas comme une dette. C'est l'avenir, ça n'est pas une soustraction, c'est quelque chose de positif. Vous savez, il y a un pays, le Portugal, entre 1934 et 1974, pendant 40 ans, il n'a pas eu de dette. Il était dirigé par un dictateur, Salazar, qui prétendait qu'il ne fallait pas qu'il y ait un escudo de moins à la fin de l'année qu'au début de l'année. Il a réussi. Pendant 40 ans, il n'y a eu aucune dette. Et le Portugal est devenu le pays le plus pauvre d'Europe pendant ces 40 années. Il faut de la dette. Voilà. Il faut s'endetter pour avancer. Et évidemment que le plan Marshall était une dette. Évidemment que si vous voulez développer l'économie, il faut mettre de l'argent sur la table. Donc c'est pas la dette non plus. Bah, pourtant la dette, même avec Macron qui veut la réduire, elle vient d'augmenter. On est à 98,5 et 2250 euros, 7 milliards d'euros de dette. On les doit entre autres à 50% dans des banques françaises. Vous le savez ça. Vous savez quelles sont les 4 principales banques françaises? Elles ont 8000 milliards d'actifs. Donc on va vous faire chanter à 10 ans. Il faut que tu te serres la ceinture pour que je rembourse 2000 milliards aux banques qui ont 8000 milliards. Et tous, gogo si on marche dans cette histoire-là, la croissance, la dette, le déficit. Alors le déficit, il ne faut pas qu'il soit plus de 3%, il paraît. Et pourquoi 3%? Même le gars qui l'a inventé, qui s'appelle Dabeille, et il dit, on l'a nommé à Bruxelles, et il a dit, on lui a demandé, donne un chiffre entre 1 et 5, il a dit 3. Vouloir réduire le déficit, ça consiste à serrer la vis partout. Si vous serrez la vis partout, l'économie fonctionne moins bien, ça c'est normal. Et puis tout ça pour le donner à des banques, qui ne vont pas vous le rendre. Hein. C'est comme un jardinier qui arrose la rivière pendant que son jardin s'assèche. Vous avez asséché l'économie. Il n'y a plus de rentrée fiscale. Et s'il n'y a plus de rentrée fiscale, bah, votre déficit s'accroît. Et c'est ce qui lui arrive. Son déficit s'accroît. Alors après, il a tout faux. Le chômage s'accroît. L'inflation s'accroît. Alors, il n'y avait presque plus d'inflation. Ils étaient tout contents parce que pour leur trésor caché, ils ne se dévaluaient pas. Attends, ils se redévaluent un petit peu. Alors cette année, c'était parti pour faire 2,2. Mais ils ont calculé, vous avez vu, Madame Pénicaud, ils sont gras dessous. Elle avait dit c'est 1,8 cette année. Et bien, pour l'augmentation du SMIC, parce que c'est la seule partie de l'augmentation du SMIC qui est obligatoire parce qu'elle est dans la loi. Vous avez tant d'inflation, vous devez augmenter le SMIC de temps. Chaque 1er janvier. Pendant toute l'année, pendant 12 mois, vous perdez puisqu'il y a de l'inflation. Hop, on vous remet à niveau le 1er janvier. Mais on ne vous compense pas ce que vous avez perdu l'année précédente. Vous êtes bien d'accord? Et là, ils discutent à quel est le taux. Et donc, elle est redescendue, là, avant-hier, de 1,8 à 1,54. Qui calcule l'inflation? Vous savez, ils prennent des articles divers, des indices, des machins. Je vous en donne qu'un, parce que sinon ce serait fastidieux. La part du loyer prévue pour calculer l'inflation, c'est 6% du salaire. Qui paye 6% seulement pour son loyer? Ça veut dire qu'on vous trompe même sur le taux de l'inflation. Après, quand vous avez remis le SMIC à jour, il y a le coup de pouce. Alors, coup de pouce, là, c'est les primes d'activité.
Alors, il nous a bien eu hein, quand même, parce que je trouve que arriver à dire, les yeux dans les yeux, à 23 millions de Français, vous allez avoir, quand vous êtes au SMIC, 100 € de plus fin janvier, les 3 fois 20% de prime d'activité, c'était des choses qu'ils avaient prévues pour 3 ans. Mais après, la prime d'activité, il faut la demander. Ouais. Vous ne l'avez pas automatiquement, et c'est pas votre patron, bien sûr, j'ai expliqué au début, qui vous la verse. Et puis quand vous la demandez, il y a des conditions. Ouais. Et donc, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui gagne plus de 1 300 €, vous êtes exclu des conditions. Alors, c'est plus votre travail qui est rémunéré. C'est le couple moyennisé, auquel on donne ou pas un complément de salaire que les patrons ne lui donnent plus. Une usine à gaz absolument terrible, terrible. Et cette partie-là ne donne pas matière à cotisation sociale, n'allez pas le croire. Hein. Et cette partie-là ne compte pas pour vos congés, et ne compte pas pour votre retraite. C'est balayé, c'est hors cotisation sociale, puisque c'est hors salaire brut. Ça n'est pas un salaire. Les heures supplémentaires maintenant sont soumises à la négociation d'entreprise et non plus à la loi, et par conséquent qu'on peut les payer 10% au lieu de 25%. Vous savez comment ça s'est appliqué dans mon ex-secteur d'inspecteur du travail, en 3 boîtes, j'ai le temps de le faire. Il y avait une entreprise de 45 salariés, le gars, 40 femmes, 4 rangées de 10 sur les machines, la confection, et la contremaîtresse sur l'estrade. On est au 21e siècle, hein, Paris 3e, rue Saint-Martin, je vous le donne, hein, vous pouvez visiter comme vous voulez. Hein. Et le patron, il est montré sur les stades, à côté de la contremaîtresse, et elle dit, bon, écoutez, on ne peut plus payer les heures supplémentaires à 25%, on va les payer dorénavant à 10%. Silence dans la salle, elles n'ont pas de délégué syndical, elles n'ont pas d'élu, rien, elles ont baissé le nez, elles ont calculé dans leur tête combien il va les faire d'heures à 10% pour essayer de garder le salaire qu'elles avaient avec les heures qu'elles faisaient à 25%. Et le gars, il a pris un papier, il est allé voir la directe, puis il a dit, on a négocié dans notre entreprise, les heures supplémentaires sont à 10%. Alors avant, c'était la loi qui fixait le taux des heures supplémentaires, maintenant c'est la négociation. Et rue Notre-Dame de Nazareth, la connaissent, il y a 12 salariés, le patron est un voyou, il triche surtout. Il n'a jamais payé les heures supplémentaires, il s'en fout. Il donne un peu de fric de la main à la main, en plus, de temps en temps. Et puis, la loi, il ne la connaît pas, ni El Khomri, ni Macron, il s'en tamponne. C'est son comptable qui est venu le voir, puis qui lui a dit « Hé, René, t'as vu là? Regarde bien, il y a la loi nouvelle, a dit qu'on peut baisser les heures sup. » « Ouais, je m'en fous. Ouais, mais regarde bien, il y a écrit que les heures supplémentaires peuvent être majorées ou compensées. » Compensées, dit. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les payer. On va leur donner 2 blousons, ils fabriquent des blousons. On va leur donner 2 blousons à la fin du mois. Ça sera une compensation pour les heures qu'ils font. Donc premièrement, ils baissent les heures supplémentaires, le taux. Puis après, ils disent, on va vous les défiscaliser et désocialiser. Voilà, il faut que les gens, 23 millions de spectateurs n'ont pas encore compris. Hein. On vous les défiscalise, vous ne paierez pas d'impôt dessus. On vous les désocialise, le patron ne paiera pas de cotisation sociale dessus. Alors quel est le résultat? C'est que les gens qui ont déjà un boulot peuvent faire des heures supplémentaires en plus, au détriment de ceux qui n'en ont pas. Et ces heures ne seront pas payées par le patron, dans la partie cotisation, elles seront payées par l'impôt, c'est-à-dire par les salariés qui ne font pas les heures supplémentaires. Ah oui, toute heure supplémentaire défiscalisée, désocialisée, il faut bien que ça soit compensé quelque part, c'est pas celui qui les fait qui va le payer, c'est vous. Les gens disent, ah, c'est vachement bien, il augmente le taux des heures supplémentaires. Non, il vient de les baisser de 25 à 10, et en plus, il vous escroque la marge qui est dessus, qui est votre salaire brut. On peut continuer comme ça, sur la CSG, il vous prend un peu de CSG, puis il vous dit l'année prochaine, je vais vous la rendre. Bon, d'accord. Après, il dit, on est en panne, on ne peut pas le faire avant juillet. Donc on va continuer à vous prélever, puis vous aurez un gros chèque en juillet. Mais que de contribution sociale généralisée, contribution. Un gros chèque pris sur ce qui va dans les caisses sociales, et qui va être remplacé par de l'impôt que vous aurez payé. C'est évident. Et le système est toujours le même. Comment passer d'une société salariale à une société post-salariale? Comment passer d'une société où le salarié est protégé à des statuts, des droits, un code du travail, des conventions collectives, une inspection du travail, une médecine du travail, des syndicats, des institutions représentatives du personnel, des comités d'entreprise, des délégués. Tout ça saute. Les ordonnances Macron, quel était le but principal? C'était de pouvoir vous exploiter à moins cher.
Vous vendez votre force de travail, vous avez des gens qui vous représentent, qui viennent auprès du patron, puis qui disent « Oh là, c'est pas assez cher ». Eh bien, on supprime ces gens-là. C'est-à-dire qu'en termes d'institutions représentatives du personnel, il y avait 425 000 élus du personnel. Il va en rester, quand les ordonnances seront finies, environ 200 000, la moitié. Ah, ils vont faire des économies sur les ordres de délégation. Il y a des gens qui disent « Ah, les syndiqués, ils prennent des ordres, etc. » Ben, ils vont plus en prendre beaucoup. Mais en même temps, ils ne seront pas là pour vous défendre dans les négociations. Mais pourquoi négocier? Puisque c'est le président de la République lui-même qui vous dit « Je vais demander aux grandes entreprises de vous donner une prime à la fin de l'année. » Enfin, s'ils volent, quand ils peuvent, autant qu'ils volent. Alors vous avez le dirigeant de la SNCF, Pépi, qui a refusé depuis des années de négocier des augmentations de salaire, qui vient et qui dit « Je vais donner une petite prime là à la fin pour les cheminots. » Qu'il n'a pas donné au bout de 3 mois de grève. Et là, on arrive quand même au cœur du problème. Parce qu'il n'écoute aucune des revendications syndicales. Aucune des revendications des salariés. Rien de ce qu'on a pu dire depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans avant lui. Contre la loi El Khomri, contre les ordonnances, pour défendre les services publics. Rien n'écoute. Il n'écoute rien. Mais il écoute là parce qu'il a chaud aux fesses. Les gilets jaunes qui arrivent, qui disent « Non, non, ça marche pas. On veut plus. » Et il a peur. Mais la peur ne le fait pas choisir les bonnes méthodes pour nous répondre. Il dit « Je vais aggraver, continuer ma politique. Je vais continuer à prendre l'argent de l'impôt pour compenser ce que les patrons ne paieront plus. Je continue dans une situation post-salariale et je vais espérer que les gens ne vont pas comprendre. » Parce que les gens ne vont pas comprendre que je leur prends leur argent pour payer à d'autres à côté, mais que ça n'est pas le patronat à aucun moment qui paye. C'est-à-dire que cette société riche va devenir encore plus riche que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et l'inégalité se creuse. Et l'inégalité, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Ah, ça, les gilets jaunes l'ont bien dit. On est passé de « je veux pas de la taxe qui me prend sur mon salaire » à « je veux du salaire ». Et il faut que le salaire soit dans son intégralité, le salaire brut et pas seulement le salaire net. Et je veux le salaire parce que c'est le prix de mon travail. Alors on dira « mais il n'y a pas que des travailleurs, il y a des artisans ». Mais les artisans sont des travailleurs. Et 90% des actifs sont des salariés. Il n'y a que 10% d'actifs qui ne sont pas salariés, qui sont artisans, commerçants, tout ce que vous voulez, agriculteurs, auto-entrepreneurs, petits patrons. Il n'y a que 10% des actifs qui ne sont pas salariés. Le salariat est dominant. Et je vous explique du même coup pourquoi il va perdre. Parce qu'on ne peut pas faire passer 90% de salariés par le chat de l'aiguille pour les faire devenir comme les 10 autres pourcents. Ubérisés, artisanalisés, individualisés, indépendantisés, rianisés, déverrouillisés. On ne peut pas, il ne pourra pas. Il essaie, mais il échouera. Et d'ailleurs, la révolte qu'il y a des Gilets jaunes est la preuve qu'il va échouer. Nous ubériser tous, la start-up nation, la France start-up, nous faire ça, ça serait encore nous baisser tous. Notre salaire, notre protection sociale, notre retraite, etc. D'ailleurs, il l'annonce, hein, c'est ce qu'il veut. Hein. Les retraites, il va les casser, c'est pour ça qu'il veut une retraite par points, pas une retraite basée sur le travail, sur le nombre d'années de travail, etc. Vous achetez des points et c'est lui qui fixera le taux des points et il pourra vous faire évaluer votre retraite comme il voudra. Mort la retraite, mort la sécu, mort l'assurance chômage, mort le salaire brut. Je supprime les cotisations sociales. Et après, vous vous démerdez comme les premiers salariés et les postes esclaves. Si nous partageons ce point de vue, nous pouvons commencer à tous comprendre pourquoi il faut augmenter le salaire. D'accord? C'est pas trop, vous savez, un salaire. La CGT dit 1800. En Espagne, ils viennent d'augmenter le SMIC de 22%. Même au Portugal, ils ont dû l'augmenter d'à peu près autant. Il y a un retard énorme, entre nos salaires et leurs profits. Je le dis de façon simple. Les dividendes, c'est l'année dernière, c'était 96 milliards. Augmenter les salaires, baisser les dividendes. Et augmenter tous nos salaires. Alors on dit, oui, mais quand on augmente le SMIC, c'est qu'une partie. Oui, bien sûr, il y a 1 650 000 SMICards. Sur 18 millions de salariés du privé et 5,5 millions dans le public. Ah, mais les petites entreprises vont mourir. Mais ça, c'est des histoires. En juin 68, j'ai l'âge, hein, j'ai 73 ans. J'étais un jeune 68ard. Assez jeune et tonique. Et on a augmenté le SMIC de 33%.
33%. Ça s'appelait le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Et le SMAG, salaire minimum agricole garanti, en juin 68, a été augmenté de 55% pour rattraper le SMIC. Et c'est ainsi qu'est né le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. 71, 72, 73 ont été des excellentes années pour les entreprises. Parce que les gens ont consommé, ils ont acheté des lave-linges qu'ils ne pouvaient pas acheter avant, ils ont envoyé leur fils à l'université, ce qu'ils ne pouvaient pas avant, et grâce à une augmentation géante du SMIC. Ah, le coût du travail est trop bas, le coût du capital est trop haut. Et ça fait aussi le lien avec les impôts. Parce que les impôts, les gens s'embrouillent. Ah, il y a une révolte fiscale. Ah, mais c'est pas une révolte fiscale. Il n'y a pas trop d'impôts en France. Il n'y en a pas assez pour ceux d'en haut. Et il y en a trop pour ceux d'en bas. Pas trop dire à dire, ça. On veut partager l'impôt et progressif et direct. Progressif et direct. Sur le revenu. Alors moi qui suis un vrai réformiste, je suis en plus pour qu'il n'y ait pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Au-dessus, on prend tout. Carlos Ghosn, hop 20 fois, c'est énorme. Quelqu'un qui gagne 20 fois de plus. Je mets la barre très haut. Alors pourquoi vous me dites, pourquoi 20 fois? Je suis prêt à la Confédération Européenne des syndicats et pour 20 fois le SMIC dans toute l'Europe. Pas plus de 20 fois le SMIC. Deuxième chose, c'est qu'à l'école, on est noté de 20 à 20. Pourquoi, quand on est grand, on s'est payé de 1 à 600? Ça marcherait pas. Donc je suis pour introduire un salaire maximal. Et les gens ont bien compris que la France était riche et que c'était une question de partage des richesses. Et l'impôt, ça sert à ça. Voilà. Alors bon, quand on a à peu près développé ça, on est presque au cœur de la solution. J'ai vu les Gilets jaunes, parce que j'ai étudié comme tout le monde, il y avait 42 revendications. C'est le texte qui a été le plus diffusé, le plus... parce qu'il y a la diversité, c'est pas surprenant. Mais dans ce texte, il y avait écrit 1300 € net. Ça me plaît assez. Et il y en a un autre à 1500 € net. Mais je dirais après, est-ce qu'ils vont continuer les gens? Oui. Comme avant la Révolution française. Ce qui a mis en mouvement, en fait, on se souvient tous dans nos livres d'histoire, c'est le prix du grain. Parce que c'est pas bouffé pour avoir du pain. Là, c'est le prix de l'essence. Et c'est très semblable. On ne peut pas rouler pour travailler. Et les gens, ils ont demandé à l'époque du pain. Alors la légende veut dire que Marie-Antoinette leur a dit, si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche. Alors ils lui ont coupé la tête. Macron devrait réfléchir. Ceux qui sont allés à Versailles, au départ, ils n'étaient pas forcément pour la République. Si vous leur aviez dit, allons à Versailles pour établir la République, ils n'y seraient pas allés. Ils y sont allés pour avoir du pain. Puis comme ils n'ont pas eu de pain, alors ils ont été pour la République. C'est ce qui arrive un petit peu. Au niveau des Gilets jaunes, on est en train de les rouler dans la farine. Alors ils disent, bon, je cherche des systèmes pour que ça n'arrive plus. Je veux une société plus démocratique. Moi, je leur donne une solution. Arrêtons avec le président de la République. 17 ans, moi, en 1962, quand De Gaulle a fait élire le président de la République au suffrage universel. Mon premier réflexe, c'est ce qu'on disait autour de moi, et ça me plaisait bien, c'est pourquoi on élit un roi. C'est pas un roi qu'il faut pour nous gouverner, c'est un collectif, c'est la démocratie. Moi, je suis pour une république, je suis pour une république parlementaire. Parlementaire, les partis. Oui! Oui, avec des partis, des groupes, des associations, tout ce que vous voulez pour que les humains s'organisent, vous l'appellerez comme vous voulez. Avec des élus, oui, mais il faut les contrôler. Oui, il faut les contrôler. Il faut pouvoir les révoquer. Oui, il faut pouvoir les révoquer. Il faut qu'ils représentent bien le peuple. Oui, il faut que ça soit la proportionnelle. Une république parlementaire, pas décidée par un bonhomme qui fixe lui-même le gouvernement, qui décide lui-même à la place de l'Assemblée. Il y avait les autres qui sont le doigt sur la couture du pantalon. Non, c'est pas ça. Parlementaire, c'est démocratique. Et c'est contrôlable. Et c'est révocable. Et c'est proportionnel. Et c'est féministe. Et c'est écologique. Et c'est pacifiste, et c'est internationaliste. C'est la République qu'il nous faut. Et bien, le fan des référendums, mais même si vous voulez un référendum pour discuter de est-ce qu'on remet en cause le référendum précédent sur le TCE, mais on fait un référendum, hein, d'accord, sur les grandes questions économiques, on peut faire. Mais d'abord, ayons d'abord une constitution qui marche. Avant de poser sur comment on la contrôle. Et pour ça, il faut remettre en cause la 5e telle qu'elle est. Macron, le pire de ce bonhomme, il a dit une fois, je suis là par effraction. C'est rare qu'il soit lucide. Je suis là par effraction. Il a ajouté, je suis une forme de violence de l'histoire.
lucide aussi, hein. Le gars, il est passé entre les gouttes, parce que personne ne voulait plus des anciens candidats. Et ils avaient peur de Fillon, ils avaient peur de Le Pen, et la gauche était divisée, puis le bilan de la gauche qui sortait était plus loin d'être brillant, comme dit l'autre. Alors ils ont dit, bon voilà, et par défaut, parce qu'il a eu quoi, 12-13% des voix pour lui-même, hein. Le reste c'était des voix par défaut. Et à la fin, tout le monde le sait, la dernière élection législative, le deuxième tour, en juin 2017, il y avait 58% d'abstention. 58%. Et le mec, il se croit tout permis, après il dit, je suis Jupiter. C'est Lucifer. Sur le fond, c'est là qu'est l'erreur. Une société grande, cultivée, historique comme la nôtre, ne peut pas accepter d'être gouvernée par un seul bonhomme. D'où le cri aussi de tout le monde, Macron démission. Et pour avoir Macron démission, il faut rendre la situation là. Alors moi, je suis pour un acte 6, un acte 7, je suis pour un acte 8, la nuit du jour de l'an sur les Champs-Élysées, à 2 millions de personnes. Je suis pour un acte 9, etc. Ça ne peut pas s'arrêter, ce qui se passe en ce moment. Parce que si ça s'arrête, il n'y a rien de gagné. On a seulement compris qu'on pouvait lui faire peur. Mais comprendre qu'on pouvait lui faire peur, c'est ce qui manquait. Parce qu'il y a eu tout, il y a 2 ans, il y avait l'ennemi debout. Les places des villes étaient occupées. Là, c'est les ronds-points des champs sont occupés. Mais ça lui fait peur cette fois. Mais il n'aura peur, je vais vous le dire, franchement, que quand les entreprises seront occupées. Parce que c'est le lieu de production. Jusqu'à présent, on bloque la distribution. Il ne faut pas déjà qu'on bloque la distribution. C'est la production qui est bloquée. À Rouen, hier matin, ça s'appelait dans le temps la chapelle d'Arblay, maintenant ça s'appelle Europac, c'est une des plus grosses imprimeries du coin. Ils ont occupé leur entreprise, ils ont bloqué, en disant ils nous ont promis une prime, là-haut on l'a pas. Alors on n'arrêtera pas d'occuper l'entreprise tant qu'on n'aura pas la prime. Et en vérité, ils auront plus qu'une prime. Parce que quand vous commencez comme ça pour demander une prime, vous avez une augmentation de salaire, vous avez eu les policiers. Oui. Alors 120, 150 euros en 24 heures sans même mettre un gilet. Et les infirmières, elles ont eu quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que les hôpitaux publics... Et comment voulez-vous qu'un pays de la taille du nôtre, un peuple, un salariat aussi puissant, 90% des actifs se laissent faire? Alors ayez confiance, on a commencé à leur faire peur. On va comprendre pourquoi on leur fait peur. Les gens vont formuler leur cahier de revendication, leur cahier de doléances, pas dans son débat à la noix, mais sous une forme ou sous une autre, à nouveau, sur les places, sur les ronds-points, mais dans les entreprises aussi. Et dans les entreprises, il faut que la peur se lève, la peur d'être viré, il faut que la possibilité de se mettre en grève se fasse. À Alcatel-Lagnon, les Gilets jaunes sont allés voir à la porte pour que les salariés se mettent en mouvement et occupent leur entreprise. Ils ont réussi pour quelques heures. Il y a une dizaine d'endroits où ça a fait ça, comme ça. C'est la seule solution. Je suis un 68ard. J'ai vécu ça. J'avais 22 ans. Et vous savez, il n'y a pas eu de mot d'ordre, contrairement aux légendes. J'étais à Rouen, en Seine-Maritime. Et j'ai travaillé dans mon bouquin, pour des raisons d'histoire. Et je suis tombé sur les notes du secrétaire de l'Union départementale CGT de l'époque. Il s'appelait Bernard Isaac. Il n'y avait pas de portable. Il ne sortait pas de son bureau. Mais toute la vallée de la Basse-Seine, entre Rouen et Le Havre, toute la chimie, toute la métallurgie, toutes les industries portuaires se sont mises en grève en occupant avec piquet les entreprises sans qu'il bouge de son bureau. Mais il avait un téléphone, puis il notait, il disait « Oh mince, là, sur les Buisons, ils sont en grève, mais je suis passé l'autre jour, il m'avait dit qu'il n'y avait rien. » Oh mais là, les copains de CGT, on en avait que 2. Comment ça se fait qu'ils sont 40 à occuper l'entreprise avec un piquet? Oh mais là, il n'y avait aucun syndiqué. Eux aussi sont en mouvement. C'est-à-dire que quand ça part, ça part. Et l'exemple des Gilets jaunes, c'est un exemple pour le reste des entreprises. C'est un exemple pour une grève générale. Écoutez, moi, je ne parle pas, je suis à mon âge de grève générale n'importe quand, n'importe comment. Il m'est arrivé plusieurs fois, parfois, de le dire un peu trop vite ou un peu trop fort dans ma vie. Mais là, c'est le moment. Ça se fera la semaine prochaine, la semaine d'après, en début janvier. Mais de toute façon, les gens vont voir qu'ils ne leur donnent rien à la fin du bulletin de paye de janvier. Et ils ont peur du bulletin de paye de janvier. Ils ont grossi par décret du 14 mai dernier, l'avant-dernière ligne. Le décret précise que ça doit être écrit en plus gros, en caractère gras, là, le salaire net, parce qu'il y aura quelques euros de plus. Et la ligne d'en dessous, ce sera le prélèvement à la source par l'impôt, qui a remplacé les lignes du dessus, qui sont le salaire que vous n'aurez plus.
Mais ils essaient de vous tromper et les motivations du décret sont intéressantes. Ils disent qu'il faut que ça soit plus gros pour éviter un choc psychologique. S'il vous plaît, si vous avez bien entendu ça, aidez les gens janvier prochain à avoir un choc psychologique. Aidez-les à comprendre ce qui se passe, ce qu'on leur fait, et aidez-les à se mettre en mouvement, comme les Gilets jaunes viennent de le faire, et il faut leur rendre, quelles que soient les nuances de tout ça, chapeau bas, parce qu'ils ont montré que c'est en luttant qu'on pouvait faire changer les choses, changer les rapports de force d'un camp à l'autre, et le rendre à nous, les salariés, de façon à ce que nous puissions battre Macron. Merci. Les grandes fortunes, l'accumulation des grandes fortunes, en général, les gens, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Et donc, les problèmes qu'ils ont, ils les rapportent à ceux qu'ils voient. Et donc, assez régulièrement, cette histoire de salaire net, cette histoire de cotisation sociale, elle passe évidemment très facilement dans les têtes sous forme de charge sociale. Hein, et donc, pour arriver à imaginer comment il a été facile, depuis une quarantaine d'années, d'entrer dans les esprits que la sécurité sociale, en fait, c'était une charge et ça n'existait quasiment pas, il faut reprendre les choses depuis le début. Sur l'ensemble de la population française, quand on leur demande les agents de la sécurité sociale, est-ce que c'est des fonctionnaires? Ils répondent oui. À 95% sans doute. Gérard a expliqué tout à l'heure, non. La sécurité sociale, les agents sont de droit privé, ils ont une convention collective, et ce depuis le début. Parce que c'est les outils que se sont donnés à la Libération, à partir du Conseil national de la résistance, que se sont donnés les organisations syndicales pour contrôler la gestion de cette sécurité sociale qui est la gestion du salaire socialisé. Et donc cette question que dans l'esprit, il est rentré très vite que la sécurité sociale, ce n'était pas l'affaire des travailleurs, c'était l'affaire de l'État. Elle est rentrée d'autant plus vite que dès la création de la sécurité sociale, le discours qui a été tenu par les politiques, par exemple le ministre de la fonction publique, des relations publiques en 1952, disait déjà le recul de l'âge de la retraite, ça sera une nécessité sur laquelle on ne pourra pas passer. Parce que la démographie, etc., on ne pourra pas payer les retraites. On ne pourra pas. Et donc, progressivement, la première question qui a été en jeu dans la sécurité sociale, c'était qui décidait. Qui décidait de ce qu'on faisait avec ces cotisations sociales. Le Conseil national de la résistance avait dans l'idée que c'était les travailleurs qui devaient avoir la main sur la sécurité sociale, raison pour laquelle les conseils d'administration étaient composés au départ de 3/4 par les organisations syndicales et 1/4 par les employeurs. En 1967, De Gaulle, par ordonnance, lui aussi, a décidé que ça serait moitié-moitié. Alors je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais progressivement cette moitié-moitié est devenue non-parité. À savoir qu'à partir de 1995, ça s'est Juppé, 2004, ça s'est Fillon, progressivement la direction de la sécurité sociale est passée entre les mains des employeurs. Dans les conseils d'administration de la sécurité sociale, les employeurs et les amis des employeurs sont devenus majoritaires. Et donc les conseils d'administration qui étaient censés décider sont devenus, à partir de 2004, en fait des conseils d'orientation à titre consultatif, et décisions réelles étant prises par le directeur de l'assurance maladie, directeur nommé par l'État, qui prenait toutes les décisions. Les conseils d'orientation ne pouvant empêcher la décision du directeur que par un vote des 2/3. Et donc progressivement, qui décidait? L'organisation, la gestion, 1, les employeurs, 2, progressivement également, les assurances mutuelles, les assurances privées sont rentrées dans la gestion, à partir de 2004, dans la gestion de la sécurité sociale, et on gérait la sécurité sociale avec les employeurs, dans le sens d'une privatisation progressive
de la sécurité sociale via son étatisation. Alors pour l'étatisation, ben c'est Juppé. Ceux qui étaient en grève en 1995 s'en souviennent peut-être. Donc il y avait les retraites du public, les retraites des régimes spéciaux, mais il y avait aussi la sécurité sociale. Et la sécurité sociale en 1995, ce qui a été décidé, c'est que désormais, le Parlement, chaque année, fixerait une limite aux dépenses de la sécurité sociale pour pas que les travailleurs dépensent trop. Donc, depuis chaque année, il y a un vote du Parlement qui décide un plafond, un objectif de plafond de dépenses de la sécurité sociale. Voilà, restaient les recettes. Et là, Gérard l'a un peu dit, bon, les recettes, donc c'était les cotisations sociales à partir de 1946, les cotisations sociales qui permettaient de distribuer les prestations. Donc 100% de cotisations, 100% de prestations. L'évolution progressive qu'a un peu évoqué Gérard, c'est que progressivement, ces cotisations sociales, appelées charges sociales par le président du CNPF de l'époque, Yvon Gattaz, depuis les années 70, quand le chômage est arrivé, on a expliqué que c'était à cause des charges et qu'il fallait les diminuer. Et à partir de là, les cotisations ont progressivement été remplacées par l'impôt. Et la situation aujourd'hui, toutes branches confondues de la sécurité sociale, elle est la suivante. En 2016, il n'y avait plus que 56% des recettes qui étaient le fait de cotisations sociales. Tout le reste, donc 44%, c'était les impôts et les taxes. C'est-à-dire que ce n'est plus les employeurs qui payaient ces 44%, mais nous, les travailleurs, payaient à travers les impôts et les taxes pratiquement la moitié des recettes de la sécurité sociale. Et c'est ce chemin continuel que Macron prévoit de faire en enlevant progressivement les cotisations. Dans la partie cotisation sociale, il y a une partie qui est sur la feuille de paye des salariés, qui est la cotisation salariale, donc le salaire brut dont parlait Gérard, et le salaire net après en enlevant la cotisation salariale. Donc il a enlevé, Macron et ses prédécesseurs progressivement, les allocations familiales. La cotisation maladie, là maintenant, il ne restera plus rien. La cotisation chômage, il ne restera plus rien. Restent les cotisations retraite, donc pour la part salariale, et restent les cotisations patronales, donc qui sont payées sur le salaire brut. Les exonérations de cotisations sociales, donc les cotisations que ne payent plus les employeurs, année après année. Sur l'année 2018, c'est 46 milliards d'euros. Sur l'année 2019, ça sera 72 milliards d'euros. À cause du CICE qui est doublé, qui passe en exonération définitive de cotisations sociales. Donc c'est ce chemin-là qui va continuer si la révolution ne les arrête pas. Donc qui va continuer pour ce qui concerne l'assurance maladie. Pour les retraites, ça sera sans doute plus brutal, on en parlera peut-être dans la discussion sur la retraite à points, mais la retraite à points, c'est ni plus ni moins qu'une retraite qui va être une retraite abaissée de façon très substantielle, de telle façon que vous ne puissiez plus, pour votre retraite, vous dispenser d'épargner, pour ceux qui pourront, d'épargne privée, pour compléter votre retraite. C'est ce qui s'est passé dans les pays qui ont instauré la retraite par points, c'est-à-dire par exemple l'Italie et la Suède, où les retraites ont tellement baissé qu'ils sont obligés. Et voilà, en 2003, les retraites qui ont été massivement baissées en 2003. Malakoff-Médéric, qui est sur le marché des fonds de pension, des marchés des retraites par capitalisation, ils ont pondu un rapport en disant, voilà, vous savez, en 2003, on a bien baissé les retraites, c'est bien, mais les gens ont encore un petit capital avec leurs parents, un héritage, de l'immobilier. Ils vont pouvoir amortir le choc, c'est-à-dire, en clair, quand ils seront à la retraite, ils pourront, avec ce petit capital, le manger et s'en sortir. Par exemple, pour payer la maison de retraite à 2000, 2500, voire plus euros par mois. Mais Malakoff-Médéric disait, bon voilà, on a une génération là, peut-être ils ne viendront pas chez nous parce qu'ils vont peut-être s'en sortir. Mais
À la génération d'après, ils n'auront plus rien, et c'est maintenant. Et donc là, ils seront obligés d'y venir. Donc la retraite à points, il y a Malakoff, Bédéric derrière. Alors le premier point donc, que je voulais dire, c'est qui décide dans la sécurité sociale. Donc les organisations syndicales, vous l'avez compris, bon, ça fait longtemps qu'elles ne décident plus de rien. Il y a une branche particulière à l'intérieur de l'assurance maladie qui s'appelle les accidents du travail et la maladie professionnelle. Et là, c'est d'ailleurs le seul conseil, le seul conseil d'administration, si on peut dire, qui est encore paritaire. Les autres ne le sont plus. Hein. Mais là, c'est paritaire. Moitié organisation syndicale de salariés, moitié patronale. La direction de cette commission, accident du travail et maladie professionnelle, elle est tenue depuis 1967 par le patronat. Le CNPF d'abord, le MEDEF ensuite. Pourquoi? Parce qu'à chaque élection du président de la commission, 1, 2, 3, 4 organisations syndicales sur 5 votent pour le candidat des patrons. Et donc, il est toujours élu. Ça a duré jusqu'en 2006, où ils ont eu un accent de sincérité, d'honnêteté. Ils se sont dit, bon, c'est plus la peine de voter à chaque fois pour le même, donc on va faire un accord national interprofessionnel, que des syndicats ont signé, disant, bon voilà, on va décider que désormais, ce sera toujours le MEDEF qui présidera cette commission. Ça a une grande importance, parce que dans les accidents du travail et les maladies professionnelles, je pense notamment aux épuisements professionnels, aux dépressions qui se multiplient, la difficulté qu'on a à faire reconnaître un accident du travail ou une maladie professionnelle des causes qui sont d'origine professionnelle, elles sont très très grandes parce que la commission qui se décide est tenue par le MEDEF et que donc quand il y a une enquête faite par cette commission, ben, l'enquête elle est le plus souvent à charge. Et vous vous retrouvez avec un accident du travail que la Sécu vous dit, ben non, on ne reconnaît pas l'accident, on ne reconnaît pas la maladie professionnelle. Donc c'est très très important. Voilà, la deuxième chose que je voulais évoquer sur l'évolution de la sécurité sociale, c'est où va l'argent? Dans les années 80-90, vous avez, pour les plus âgés, entendu à longueur d'antenne le trou de la Sécu, le trou de la Sécu. Il y avait un trou et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on ne pouvait plus, il fallait moins rembourser, il fallait, fallait mettre un forfait hospitalier, il fallait mettre un ticket modérateur, après il fallait payer 1 € sur les boîtes de médicaments, enfin bon, ça n'arrêtait pas, et ça n'arrête pas. Mais alors il était où le trou de la Sécu? Mais Juppé il le sait parce que c'est lui qui a inventé l'endroit où on allait le mettre. Avant il était à la sécurité sociale évidemment, et donc la sécurité sociale, elle avait donc une banque, la sécurité sociale qui s'appelle la COS, qui avait ce déficit qu'ils essayaient de combler. Et Juppé a dit, on va faire moderne, on va créer une banque spéciale, qu'on va appeler caisse d'amortissement de la dette sociale. Ce n'est pas les patrons qui ne payent pas assez les cotisations, hein, et il faudra que vous alliez combler par des cotisations, vous, pas les patrons, vous, par une cotisation qu'on a appelée la CRDS. Depuis 1995, sur tous les bulletins de paye des salariés, encore aujourd'hui, il y a une cotisation qui s'appelle contribution redressement de la dette sociale, dans laquelle vous mettez votre contribution dans cette caisse. Et puis comme ça ne suffisait pas, ils ont rajouté un petit coup de CSG en plus pour cette caisse. Contribution sociale généralisée. Voilà, donc pour combler le trou. Alors ce trou, en 1995, en cumul, il était de 35 milliards. En 2016, en cumul, ce trou, il était de 135 milliards. 2016. Voilà. Entre-temps, vous ne l'avez pas vu, évidemment, mais entre-temps, cette caisse, donc comment elle faisait pour vivre, pour essayer de rembourser le trou? Mais d'abord, elle commençait par payer des intérêts aux créditeurs, hein, des intérêts financiers, par dizaines de milliards. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le trou, il a continué à augmenter. Hein, il n'a pas diminué, il était à 135 milliards d'euros en 2016. Et donc là, miracle, c'est quand Macron est arrivé, d'ailleurs, hein, en juillet 2017, miracle, si vous allez sur le site de cette banque, vous verrez un joli graphique, et il vous montre l'évolution depuis 1995 et aussi l'évolution prévue à partir de 2016. Donc vous avez ce déficit cumulé, 135 milliards, et il y a un trait droit, hein, c'est linéaire, et
On arrive à combler le déficit dans ce graphique en 2024. Fini le trou de la Sécu, c'est fini, on va être excédentaire d'ailleurs bientôt. D'ailleurs l'État dit qu'il va le récupérer, il ne le laissera pas à la Sécu. Voilà. Et donc ce qu'il prévoit, c'est effectivement ce qui a commencé à se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de déremboursements, la sécurité sociale est tellement freinée dans ses dépenses qu'on finit effectivement par ne plus avoir, pour l'année, hein, pas en cumul, sur l'année, on finit par ne plus avoir de déficit. C'est miraculeux. Hein. Et même, on aura peut-être des excédents. Donc ils ont prévu qu'en diminuant toutes les prestations, on va, en 2024, ne plus avoir de déficit. Ça veut dire qu'on va sacrément s'attaquer à la protection sociale. Il y a toujours une loi organique qui dit que quand 1 euro n'est plus payé par un employeur, l'État compense par 1 euro d'impôt. Et c'est important puisqu'il y a, je disais, 45 milliards cette année, 72 milliards l'année prochaine de cotisations qui ne sont plus payées, qui donc sont censées être récupérées, compensées par l'impôt. Là, dans le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, pour 2019, il a été écrit noir sur blanc que désormais l'État n'aurait plus à compenser intégralement les exonérations de cotisations pour les employeurs. Ce qui veut dire que le déficit, le fameux trou en question, il est programmé. Cette sécurité sociale-là, fonctionnant sur les impôts et les taxes, fonctionnant avec une gestion où on aura à la fois l'ancienne sécurité sociale, mais aussi les mutuelles et les assurances privées, cette sécurité sociale-là, elle sera de fait privatisée. Elle va fonctionner pour les intérêts des employeurs qui ne paieront plus les cotisations et des assurances privées, c'est-à-dire qu'on va passer de la carte verte à la carte bleue de façon massive. Voilà donc le bout du chemin. C'est pour ça qu'à mon avis, et c'est l'idée que j'avais en faisant cette réunion, c'est pour ça que si on n'arrive pas à éclaircir, dans un moment où on a un petit miracle, un miracle social, où on a l'ensemble du peuple qui se met en marche, en regardant non plus à côté ou dessous, mais commençant à regarder au-dessus. C'est bien le problème de l'extrême droite. Hein. Bon, ils espéraient que ce mouvement, on continuait à regarder les immigrés, le fonctionnaire, l'assisté, le chômeur. Malheureusement, ça ne s'est pas passé parce que justement, les gens, ils sont en bagarre sur leurs problèmes, que leur problème, c'est d'abord un problème de vie et de survie, voilà, et que du coup, le problème de l'immigré, c'est pas le problème. Et du coup, ils commencent à regarder en haut. En haut, ils regardaient surtout l'État. L'État nous vole. Ce qui n'est pas faux, d'un certain sens. Mais en fait, c'est surtout que l'État y vole pour donner à ses amis des ultra-riches. Toutes les misères qu'on fait sur les taxes, les impôts, bon, et notamment les impôts indirects, fait pour aller remplir les exonérations, les cadeaux. Je terminerai juste par là. Les aides aux entreprises, si vous allez sur le site officiel qui s'appelle Aide aux entreprises, site public, vous y verrez que sont répertoriés 1624 dispositifs d'aide aux entreprises. Ce qui me gênait au début, c'était cette histoire de bon, c'est l'État, il nous taxe, mais qui est derrière l'État? Et derrière l'État, bon, en fait, c'est les patrons qui sont derrière, c'est eux qui tiennent l'État. La noblesse d'État, elle était confondue désormais avec la noblesse financière. Hein. C'est les mêmes. Pour prendre qu'une personne est terminée par là, enfin 2 personnes est terminée par là. Macron, bon, on sait qu'il vient de chez Rothschild, mais la ministre du Travail, elle a été DRH chez Danone. Elle a des tickets des dividendes dans plein de multinationales. C'est une milliardaire. Et qui est-ce qu'elle a choisi comme directeur de cabinet? L'ancien négociateur du MEDEF.